Bande passante. L'info décryptée, un podcast de la Provence et Radio Star. Éric Miguet. De la Colombie à Dubaï, en passant par le Maroc, pas moins de 7 figures du narco-banditisme marseillais ont été interpellées ces derniers mois. Une action d'ampleur à mettre au crédit de la police judiciaire de Marseille, engagée dans une lutte pour mettre la main sur les caïds du trafic de cannabis. Comment a-t-elle enquêté ? Comment a-t-elle manœuvré ? Les dessous de la grande traque des caïds de la drogue, c'est le thème de ce nouveau Bande passante. Bande passante, l'info décryptée. Et pour en parler, je reçois Florent Bonnefoy. Florent, le 7 décembre dernier, vous avez réalisé un dossier baptisé « Caïds marseillais, les dessous de la grande traque ». Pour mieux comprendre cette histoire, il faut remonter à l'été 2020. Le gouvernement qualifie le trafic de stupéfiants de première priorité. Cette lutte contre les stupéfiants, elle est essentielle pour sauver le plus d'enfants de la République de cette merde qu'est la drogue. Florent, sait-on pourquoi le gouvernement axe son action sur cette priorité ? C'était déjà une des priorités du gouvernement. Là, ça devient assez martelé comme l'alpha et l'oméga de l'action du gouvernement. Donc, ça a une traduction immédiatement, ou quasi immédiatement sur le terrain, par des descentes quasi quotidiennes pour attraper les choufs, les charbonneurs, les vendeurs, les guetteurs, toutes les petites mains du réseau, des réseaux dans les quartiers. Une méthode que la préfète de police dans les Bouches-du-Rhône appelle, elle, le pilonnage. C'est assez imagé, mais l'idée, c'est vraiment de harceler les plans stupes quotidiennement, voire plusieurs fois par jour. On a 800 trafiquants qui ont été interpellés à Marseille depuis le début de l'année. Jamais on n'a fait autant d'efforts pour Marseille. Et ce travail-là, nous allons le poursuivre avec beaucoup de détermination et avec méthode et constance. Et je ne doute pas qu'il portera ses fruits. Vous avez des équipages de la BAC, de la BST, des CRS qui descendent dans les quartiers et qui viennent perturber le déroulement des affaires. Une méthode qui a fait ses preuves, mais qui a aussi ses limites. Il y a certains réseaux qui ont des chiffres d'affaires qui flirtent avec les 80 000 euros par jour. Donc 80 000 euros par jour, si vous avez des interventions dans la journée, des descentes de police, forcément, pendant quelques heures, ça plombe un peu le business. Mais il faut pas se leurrer, quelques heures après, tout repart comme si de rien n'était quasiment. Bande passante, l'info décryptée. Outre le pilonnage des points de vente de cannabis et l'interpellation des petites mains du trafic, comme on dit, la PJ, la police judiciaire, décide de s'attaquer au haut du panier, c'est-à-dire, Florent Bonnefoy, aux gérants des réseaux. C'est les patrons, en fait. Ils sont souvent plusieurs, parce qu'on parle de réseau de trafic de stupéfiants, mais c'est pas seulement une image, c'est pyramidal, c'est comme une entreprise en fait, sauf que le business est illégal. Mais vous avez des métiers spécialisés, il s'est même créé des métiers, vous avez les guetteurs, des vendeurs, des ravitailleurs, même des gens qui s'occupent du marketing, il y a le snapper qui gère le Snapchat pour aller chercher le chaland sur les réseaux sociaux. Donc vous avez toute une structure qui est plus ou moins pyramidale, qui est en tout cas très organisée. Et vous avez donc localement des gens qui restent sur place, qui sont sur le point de deal, donc essentiellement le charbonneur, les guetteurs. Ça, ces gens-là, ils sont à portée de main quelque part. Quand vous faites une descente dans une cité, ils sont physiquement là parce qu'il faut servir le client. Mais plus vous montez et plus potentiellement les responsables sont loin du point de deal. Des chefs de réseau soupçonnés d'avoir gravi tous les échelons de la criminalité. Oui, il y en a quelques-uns qu'on a même parfois croisé il y a 8-10 ans au tribunal correctionnel, pas forcément d'ailleurs pour des affaires de stupes, il y en avait un qui par exemple faisait des vols de carte bleue. Donc voilà, c'est un gars des quartiers nord, comme on en voit d'autres régulièrement, qui sont pas particulièrement remarquables au premier abord, mais là ils commençaient, et il y a un ascenseur social quelque part. Florent, tout simplement, où sont ces têtes de réseau et que font-elles ? Alors ils sont très rarement sur place parce que ça reste quelque chose de très risqué. Ils peuvent avoir souvent des rôles de commanditaires. En tout cas, c'est le rôle que suppose le juge d'instruction qui les recherche. Ils peuvent avoir des rôles, disons, de démarchage, de stratégie. Donc ça reste c'est quasiment des multinationales. Vous avez l'un d'eux, lui on le surnommait DSK, qui est interpellé en Colombie.
Et en Colombie, on le soupçonnait d'essayer d'établir des liens avec les narcos colombiens pour ouvrir de nouvelles routes d'importation de la cocaïne en France. Des relations commerciales dans le viseur de la police judiciaire. Dans le passé, la traque de ces très discrets chefs de réseau était l'une des priorités de la police judiciaire. Mais avec la volonté du gouvernement de passer à l'action, les enquêteurs de la PJ ont fait une liste. Ils ont trouvé une petite dizaine de noms de gens qu'ils soupçonnent d'être vraiment au sommet des différentes pyramides, parce qu'il y a plusieurs réseaux, donc plusieurs pyramides, certaines ont des liens entre elles, mais ces gros noms, ces top managers quelque part et leurs lieutenants qui sont retrouvés, disons, sur une liste à rechercher en priorité. Disons, on n'attend pas seulement qu'ils tombent dans les filets, mais on va tout faire pour essayer de les localiser et lorsqu'ils sont à l'étranger, ce qui est souvent le cas, de faire marcher la coopération internationale à bloc pour qu'ils soient interpellés. Facile à dire, pas facile à faire. L'enquête de la police judiciaire de Marseille a révélé la présence de certains caïds dans des pays très lointains comme Dubaï ou encore la Colombie. Florent, quelles sont les difficultés pour interpeller des personnes aussi loin ? En fait, il y a plusieurs problèmes. Vous avez un Interpol qui va émettre une fiche rouge, donc destination de certaines personnes qui doivent être interpellées parce qu'elles sont recherchées. Mais encore faut-il que les pays aient envie de les mettre en application ou d'aller rechercher. Ils savent souvent que ces personnes sont sur leur sol, mais bon, il y a une certaine inertie, parfois parce que la législation est différente. Et quand vous êtes hors de vos frontières, faire appliquer un mandat d'arrêt, c'est compliqué parce que ça va dépendre de la législation du pays, de la volonté aussi des autorités locales qui vont éventuellement s'en servir comme d'une sorte de monnaie d'échange. Il y a quelques années, même en Europe, c'était difficile avec les Pays-Bas, avec l'Espagne même, et ça a été le cas souvent à Dubaï. Justement, Dubaï, pourquoi certains caïds se réfugient dans cet émirat ? Historiquement, c'est pas un pays qui avait la réputation de coopérer avec les autorités françaises, par exemple, pour aller chercher des caïds en cavale sur son territoire. Donc, il y avait un côté un peu safe, on va dire. Sans compter le fait que c'est une place financière importante et que le trafic de stupes, c'est toujours le même problème. Ça génère énormément d'argent, mais il faut le blanchir. Il faut pouvoir l'utiliser, et pour l'utiliser, il faut le blanchir. Et à Dubaï, il y a quelques opportunités pour le faire. Mais la donne semble peu à peu changer. C'est des raisons qui sont éminemment politiques. En ce moment, Dubaï a intérêt à montrer un visage plus coopératif, on va dire. Mais après, ça évolue au fil du temps. C'est pas toujours le cas. Là, en ce moment, c'est le cas. Peut-être au gré des événements internationaux, d'une image que veut se donner l'Émirat. Et l'exemple le plus fameux de cette coopération entre la France et Dubaï, c'est la récente interpellation d'un Marseillais surnommé Marcassin. Une des principales cibles de la PJ à Marseille, qui lui est caché à Dubaï. Enfin, il est caché, il n'est pas tout à fait caché, puisque c'est la police dubaïote qui va le chercher à la sortie de son domicile. On sait très bien où il est. Il est interpellé parce que il y a eu des négociations, il y a l'attaché de sécurité l'attaché de sécurité d'intérieur à l'ambassade de France à Dubaï qui va faire son travail, essayer de convaincre les autorités locales. Il y a peut-être on va dire un marchandage des négociations pour que ces mandats d'arrêt soient mis à exécution. Et donc un beau jour, la police va accueillir Marcassin devant chez lui, et il est toujours là-bas d'ailleurs, il est sous écrou extraditionnel, mais il est toujours pas extradé. Outre Marcassin, la PJ va mettre la main ces derniers mois sur d'autres figures du banditisme marseillais soupçonnées de jouer un rôle majeur dans le trafic de stupéfiants. Le 14 novembre 2021, un surnommé Rantanplan est arrêté au Maroc. C'est quelqu'un qu'on a connu petit, on l'a croisé dans le box du tribunal correctionnel pour des vols de cartes bancaires par exemple. Il promettait à l'époque d'indemniser ses victimes, c'est quelqu'un qui avait l'air tout à fait sympathique et qui l'est probablement, mais en tout cas qui est quelqu'un qui est aujourd'hui dans le haut du spectre, qui est quelqu'un de ses anciens avocats qui disait que c'était déjà un garçon qui avait de la réflexion, quelqu'un d'intelligent, bien câblé, et qui est devenu un personnage central du trafic de stupes à Marseille, mais qui était en cavale et qui était très probablement à Dubaï lui aussi,
Sauf que peut-être parce que l'Émirat devient aussi un endroit un peu plus risqué pour un trafiquant à cavale, plus exposé, peut-être que il a décidé de fuir, on ne sait pas. En tout cas, il prend l'avion en direction le Maroc, et à sa descente d'avion à l'aéroport de Casablanca, il est interpellé par les autorités marocaines. Là, il n'a pas fallu négocier. Alors que on vous dira parfois les gens qui sont un peu qui suivent un petit peu les affres de la coopération internationale vous diront que le Maroc n'a pas toujours été le chantre de la coopération internationale, mais eux exécutent un mandat d'arrêt international parce que voilà la cible est là, ils l'arrêtent, il n'y a pas besoin d'aller les supplier d'exécuter. Une interpellation sans difficulté, une arrestation fruit du travail des services de renseignement de la police judiciaire, mais parfois la chance sourit aussi à la PJ, comme cet été avec l'interpellation d'un dénommé Fondu. Alors oui, vous pouvez vous organiser de la meilleure des façons, avoir du renseignement, être proactif. À un moment, il vous faut un petit coup de chance quand même, parce que vous êtes en face de gens qui sont plutôt malins et qui se cachent, qui sont prêts plus ou moins à tout pour vous échapper. Et lui, Fondu, c'est pas un très gros caïd, il est pas dans le top 3 des patrons de plan sup, hein. C'est quelqu'un qui est associé plutôt à la bande dite des Carmes, et c'est quelqu'un qui est resté en France. On ne le sait pas sur le moment, évidemment, mais il voudrait probablement bien partir aussi. C'est quelqu'un qui est un proche du fameux DSK, notamment, qui a été interpellé en Colombie. Sauf que lui, il a un problème de passeport. Il a de faux papiers, évidemment, il est sous une fausse identité. Et donc cet été, il se cache du côté de Brest. Et cet été, il va à la mairie de Brest pour essayer de se faire refaire un faux passeport, à partir de faux documents qu'il a en sa possession. Sauf que le personnel de la mairie se rend compte qu'il y a des choses qui clochent avec les documents qu'il fournit, qui sont probablement peut-être faux, en tout cas qui sont pas très cohérents, donc il le convoque, et lorsqu'il arrive, il y a aussi la police qui l'interpelle, puisqu'il va falloir vérifier son identité. Lorsqu'il vérifie ses empreintes digitales, il se rend compte que c'est le fameux Fondu qui est plus que recherché à Marseille. Bande passante, l'info décryptée. Dans la liste des enquêteurs de la PJ, un surnom revient avec insistance, c'est celui de Kamel Méziani, alias Souris, condamné pour son implication dans la tuerie du KFC en 2016. L'homme de 38 ans échappe à la justice depuis maintenant plusieurs années. On le voit au Maroc, on le croit en Algérie. Finalement, Florent, on l'identifie à Marseille au cours de l'été 2021. Lors d'une surveillance de la BRI, la brigade de recherche et d'intervention de la PJ en plein été à Marseille, en fait, les enquêteurs le reconnaissent sur les surveillances, alors qu'ils l'attendaient absolument pas là. Souris est à Marseille, mais ils peuvent pas forcément l'interpeller tout de suite, parce que lorsqu'ils font la surveillance, ils travaillent sur un autre règlement de compte, notamment celui de la marine bleue, qui a eu lieu quelques jours plus tôt. Et donc l'interpeller trop tôt, ça peut poser des problèmes de procédure. Il faut poursuivre les surveillances, donc ils le prennent en compte, comme on dit, ils le suivent, et ils le font interpeller par leurs collègues de Paris à un péage à Fleury-en-Bière, en Seine-et-Marne. En résumé, en l'espace de quelques mois, 7 des principaux acteurs du narcobanditisme marseillais ont été retrouvés. Florent Bonnefoy, on imagine dans les couloirs de l'évêché, le surnom de l'hôtel de police à Marseille, la satisfaction des enquêteurs. Il y a une certaine fierté, c'est évident, hein. C'est toujours retenu parce que ça reste des gens discrets. Mais quand vous dressez une liste de 10 noms et que un an après vous en tapez 7, c'est quand même pas mal. Même si parfois c'est autant la faute à pas de chance que le fait, que la sagacité policière, comme on dit. Certains sont tombés un petit peu parce qu'ils ont commis des erreurs. Florent, outre leur satisfaction, est-ce que les policiers ont pu rapidement mesurer l'impact de certaines interpellations ? Ce
qui a pu se sentir, c'est que il y a eu 27 affaires de meurtre, enfin d'assassinat ou de tentative d'assassinat, donc de règlement de compte, en 3 mois, entre le 15 juin et le 15 septembre, en gros. Au moment où Souris et ses lieutenants sont interpellés début septembre, ça a un impact quasi immédiat sur l'un des conflits qui était en cours sur Marseille et qui était l'une des causes de ces règlements de compte. Donc c'est pas inconséquent. Mais l'autre conséquence possible, c'est la déstabilisation du trafic. Florent, peut-on craindre une lutte entre les trafiquants pour tenter de reprendre la main au sein même des équipes, ou même entre les réseaux ? L'expérience a montré que c'est pas parce que vous enlevez une tête de réseau que le réseau disparaît ou que le trafic disparaît. Et la question que se posent toujours les enquêteurs, même la justice, quand il y a une vague d'interpellation majeure, c'est quelles seront les conséquences ? Est-ce que ça va être pire parce que forcément ça va aiguiser des appétits, il va falloir reprendre des territoires, ou est-ce que ça sera mieux parce que les équipes sont déstabilisées, elles sont plus en état d'organiser des assassinats ou de s'étendre sur d'autres cités par exemple. Là, on a vu que ça avait pu avoir des conséquences plutôt positives, en tout cas sur la série de règlements de compte, puisque ça a clairement cessé à partir de la mi-septembre. Cette série d'affaires qui avait émaillé l'été. Mais justement, ces affaires de l'été, elles ont notamment pour origine une précédente vague d'interpellation au niveau de la cité des Oliviers autour de 2015, qui avait en fait créé du vide. Vous aviez un plan Stup qui était de fait, pas à l'abandon, mais les principaux gérants étaient derrière les barreaux, et vous avez une autre équipe concurrente qui est venue s'installer et qui du coup ne voulait plus en partir quand les autres ont commencé à sortir de prison. Donc ça a potentiellement créé des frictions. En tout cas, c'est l'hypothèse principale pour expliquer l'un des conflits de l'été. Merci Florent Bonnefoy pour cette présentation des dessous de la grande traque des caïds marseillais. Je rappelle que votre dossier est à retrouver sur laprovence.com. Bande passante, c'est le podcast de la Provence. Toutes les semaines, nous vous présentons un dossier réalisé par un journaliste de la rédaction. Des épisodes à retrouver sur notre site internet ou sur les différentes plateformes de podcast comme Apple Podcast, Deezer ou encore Spotify.